Écoutez, le dernier regard, pour clore ce colloque, ce sera le regard d'une ignare en théologie et en œcuménisme. Parce que moi, j'enseigne dans cette maison les relations internationales et notamment les politiques de protection des civils dans les zones de guerre avec une spécialisation sur les méthodes non violentes. Alors autant vous dire que ma discipline, la géopolitique, est en complète confusion, complet chaos en ce moment avec l'agression en Ukraine. Autant dire que je me sens totalement paralysée face à des étudiants ukrainiens qui nous ont dit, il y a 2 jours, via Zoom en direct maintenant, qui nous ont dit qu'ils allaient se battre jusqu'à la mort et qu'ils allaient le faire pour l'Europe et pour nos valeurs. Et je me suis dit, 15 ans d'études, 20 ans d'études sur le sujet, n'étaient pas fichu de leur dire quelque chose d'intelligent à ce moment-là. Autant dire qu'avec les propos du patriarche Cyril, malheureusement, je me suis demandé si les chrétiens n'étaient pas, une fois de plus, disqualifiés pour parler de paix. Je crois que si je n'avais pas été impliquée dans l'organisation de ce colloque depuis un peu plus d'1 an, je ne serais tout simplement pas venue. Et je serais restée engluée, la tête collée sur mon téléphone portable, sur le BBC World Service ou d'autres news médias. Et si j'avais fait ça, j'aurais raté beaucoup de choses. Premièrement, j'aurais raté l'occasion de faire une pause, de ralentir, de m'arrêter, de m'extirper de l'urgence événementielle, juste un peu, pour discerner mieux. Parce que quand on court, on ne voit rien, finalement. Et de prendre conscience que la paix, la réconciliation authentique se construisent sur des temps longs, qui prennent des décennies, on l'a vu sur orthodoxes et catholiques, on l'a vu sur ménonites, luthériens, on l'a vu entre églises orthodoxes, que finalement le temps de la guerre est un temps court, saccadé, accéléré, qui nous dépasse, qui nous entraîne, et que nous, notre travail, c'est effectivement de ralentir la crise, qui est une contraction de l'espace-temps, et avoir assez de vision à long terme, la fin de l'esclavage, l'état de droit, pour pouvoir se projeter sur des temps longs. Donc réaliser cette histoire de temps. Ensuite, changer, pas simplement prendre le temps, mais aussi changer d'espace. Aller vers un tiers-lieu. Alors, pour le tiers-lieu, c'était peut-être un peu l'amphi pendant 3 jours, mais c'était surtout pour moi le temps-lieu de l'espace du débat œcuménique. Reconnaître mon ignorance avait cet avantage que je pouvais me poser, me laisser interroger par les débats que je suivais. Et finalement, prendre conscience que cet espace, il dépasse de loin cet amphi et qu'il est créé d'un réseau absolument incroyable, l'Acadir, l'ACEC, le Conseil œcuménique des Églises, les chrétiens d'Orient, l'ISEO, les PLO, qu'il y a un réseau, qu'il y a un maillage sur la terre qui a été patiemment tissé et qu'il va falloir tenir ce maillage parce qu'il est toujours en mouvement, déchiré d'un côté ou de l'autre. Et troisièmement, que c'est dans ces espaces-temps que se développent des expériences, du vécu, des façons de faire, des façons de puiser dans le commun, le texte par exemple, ou dans des pratiques qu'on invente et qu'on fait émerger des choses nouvelles, des choses. Alors il y a beaucoup de choses ont été citées, mais des choses qui ont résonné aussi avec moi. Par exemple, l'idée des fausses paix. Nous, on a en sciences politiques tout un travail sur les paix négatives, les paix positives, ça a été abordé. Mais ça m'a fait véritablement réfléchir sur, finalement, notre hypocrisie en Europe d'avoir toujours pensé que nous étions en paix et sécuriser notre paix en isolant, en éloignant, en invisibilisant les gens qui ne sont pas en paix parce qu'ils sont dans la misère, parce qu'ils sont à nos frontières, parce qu'ils sont en guerre, pas loin de nous. Mais on s'est toujours calfeutré en Europe. Là, on ne peut plus se calfeutrer. Mais on a été très très bon à ce petit jeu de la paix séparée. Et j'ai appris que non, la paix ne peut pas être séparée, elle se travaille à tous les niveaux, elle est intégrée. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans partage. Elle se fait au niveau de la rationalité, au niveau de l'émotionnel, au niveau du spirituel, avec donc un accent sur les sciences juridiques, historiques, le psychosocial, et puis la liturgie aussi. En processus de paix, on est à la surface des choses en sciences politiques.
Autre résonance que j'ai trouvée fascinante et libérante, en fait, c'est le fait que le rapprochement, et ça a été souligné dans plusieurs interventions, n'est pas fusion, n'est pas syncrétisme, n'est pas une espèce de voie du milieu médiocre, finalement, mais c'est plutôt un mouvement de l'un à l'autre, un aller-retour entre des pôles qui doivent rester des pôles et qui doivent rester différents. Et c'est dans cet espace que quelque chose de nouveau est créé, et que le partage, la mise en partage de choses aussi multiplie. C'est peut-être un peu biblique, ça, même si je ne suis pas du tout théologienne, et aucune prétention. Et avec cette idée que la vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre, mais que sa recherche se fait d'une part dans l'interaction, mais aussi avec humilité. Et là, ça m'a fait penser à la phrase du poète Christian Bobin, qui écrivait « L'orgueil serait de dire « La vérité, je l'ai, je la détiens, je l'ai mise dans l'écrin d'une formule. » Mais non, nous dit Bobin, la vérité n'est pas une idée, mais une présence. Alors, des résonances. Et je voudrais finir avec 2 points que je voudrais souligner comme des pistes de travail, pour moi, en tout cas. La première, elle a été abordée en pointillé dans les plénières, mais clairement, de ce que j'ai, merci pour les retours d'ateliers, clairement bien plus creusée dans certains ateliers, c'est la question de la puissance de la non-violence évangélique et stratégique. En fait, la non-violence qui a été appelée aussi active, avec des distinctions actives-passives, mais en fait, ce qui est important pour moi, et ça m'a fait ressurgir ce problème qu'on a en sciences politiques, c'est que le contexte de la guerre actuelle renforce finalement des confusions sémantiques graves dans nos sociétés. Et la première, c'est la confusion entre conflit et violence. Elle a été soulignée, il nous faut réhabiliter le conflit. Réhabiliter le conflit comme quelque chose d'important dans nos sociétés, l'engagement, la confrontation, c'est important. Et la violence est un moyen, mais c'est séparé du conflit. On a beaucoup de problèmes en France et en français là-dessus. Et la violence est un moyen qui est toujours, ça a été souligné, une défaite. Elle engendre des choses absolument terribles. Mais la deuxième confusion, qui a été peut-être moins abordée et qui pour moi est très importante parce qu'elle est en écho à celle-là, c'est la confusion entre violence et force, qui est au cœur de la science politique. Parce que finalement, c'est le grand euphémisme qu'on a en sciences politiques. On parle des forces armées, on parle de la force de la violence, on suppose que la violence, ok, on sait que c'est sale, on sait qu'il faut l'éviter, etc. Mais finalement, on pense au fond que c'est plus rapide et que ça marche quelque part. Et qu'on va résoudre le problème et puis après on verra les conséquences. Et si la violence est force, alors la non-violence ne peut être que faible. On n'a pas l'espace de développer ça. Or, on a développé beaucoup d'expériences ces dernières décennies, beaucoup d'outils en non-violence qui sont et qui ont été montrés comme efficients, qui ont été montrés comme efficaces, capables d'atteindre des objectifs politiques, et ça sur tous les continents du monde. Et il nous faut, il me faut vraiment travailler cet espace-là. Il y a une chose qui est importante ici, c'est qu'en fait, depuis les années 70, on a aussi beaucoup séparé, les techniques non-violence de désobéissance civile, de stratégie, de leurs sources spirituelles. On s'est séparé beaucoup des expériences d'un Gandhi ou d'un King en disant mais il faut travailler les outils dans ce qu'ils ont de politique. Et on a atteint un certain nombre de choses et d'objectifs et travaillé les choses en sciences politiques. Mais on s'est aussi probablement coupé de racines très fortes, d'intuitions spirituelles très fortes, et qui ne relèvent pas simplement de l'efficacité ou de l'efficience, mais aussi de la fécondité du travail non violent. Et là, je crois qu'il finalement, il y a un petit dialogue écuménique à faire entre les différentes branches de la non-violence pour les remettre ensemble. Et là, en Europe en particulier, parce que ça s'est fait surtout dans des contextes sécularisés comme en Europe, je pense que la guerre en Ukraine ne nous laisse pas le choix. Il nous faut aller à la limite de nous-mêmes en non-violence et il nous faut faire face à ce qui est violent ou non violent. Et ce travail, peut-être, me permettra de faire face à ces étudiants ukrainiens dont je vous parlais et de leur dire, mais vous prenez les armes, c'est votre droit, c'est votre dignité, et j'ai respect
pour le courage que vous avez en faisant ça. Et en même temps, c'est mon devoir de vous parler des autres outils qui permettent aux gens d'être dignes, de vous donner des outils qui vous permettent vous-même de résister ou de lutter pour la justice, pour les grandes choses, mais avec d'autres outils. On a parlé des ambulanciers, des Quakers, c'est un exemple. Il existe ces outils-là. Et en même temps aussi de pointer les risques engendrés par cette espèce de tout feu, tout flamme qu'on a vu, et les risques de l'humiliation, les risques de dérive du droit qui sont extrêmes, même quand on peut penser se battre pour une bonne cause. Et c'est mon travail aussi, puisqu'aujourd'hui Zoom le permet, d'accompagner, de marcher avec ces jeunes autant qu'ils le veulent, s'ils le veulent, et d'être à l'écoute. Et ce sera mon dernier point qui fait écho à, je crois, quasiment toutes les présentations, c'est l'idée de marcher ensemble. On est mis en marche par la polarité dont Frédéric parlait, cette polarité qu'il avait soulignée d'être à la fois riche de paix et mendiant de paix. Et c'est cette polarité qui nous engage à essayer d'avancer. Puis ensuite, on a tout entendu depuis 3 jours, on a entendu Va en paix, on a entendu parler d'itinéraire, de parcours, de trajectoire, de déplacement, de pèlerinage, de traversée, d'aller-retour. Et ça, c'est très intéressant de se dire que ce chemin que nous faisons est un chemin d'aller-retour. C'est un chemin qui n'est pas linéaire, qui est circulaire, où il faut se retourner constamment les uns sur les autres. C'est un chemin qui est hésitant, qui est incertain. Et un petit peu comme, justement, le même texte de Christian Bobin que j'ai déjà cité. Et ce texte s'appelle « L'homme qui marche ». Et donc, je vous encourage, c'est un vieux texte, mais c'est un très beau texte. Un texte qui montre un Christ, c'est un texte sur le Christ, bien sûr, qui montre un Christ hésitant, marchant, se retournant sur ses pas, sur ses 60 kilomètres ou plus de Palestine. Alors, nous repartons tous, chacun sur nos chemins. J'espère que nous repartons un petit peu ensemble avec ce que nous avons partagé. Et je vous remercie, vous qui n'étiez pas dans le comité d'organisation de ce colloque, d'avoir été présents quand même. Merci.